Je ne sais pas si vous avez vu ce discours de Macron sur le projet ITER. ITER, c'est une promesse de progrès, de confiance dans la science. Imaginez que l'expérience soit concluante, qu'elle puisse trouver demain des applications industrielles. Nous aurons mis au point là une énergie non polluante, décarbonée, sûre et pratiquement sans déchets. Avant ce discours, j'ai toujours été un grand fan de l'énergie de la fusion. Cette idée d'une énergie non polluante, décarbonisée et sûre me semblait une bonne idée pour répondre à notre demande d'énergie croissante, mais aussi pour protéger notre planète. Il y a quelques années, je me suis intéressé à la science de la fusion. Alors c'est vrai que quand on entend parler de l'énergie nucléaire, on pense toujours à Tchernobyl ou Fukushima. Mais la fusion, ce n'est pas ça. Alors jetons un petit coup d'œil à comment ça fonctionne. Notre univers est créé à partir d'atomes. Ces atomes sont formés de neutrons, protons et des électrons. Et ils sont maintenus ensemble par une force nucléaire incroyablement forte. Et parmi les atomes, à cause du nombre de protons et de neutrons, il y en a qui sont moins stables que d'autres, comme l'uranium-235 et le plutonium-239 qui sont utilisés pour la fission. Alors, il est important de comprendre la fission avant de comprendre pourquoi la fusion nucléaire est une énergie sûre. La fission consiste à jeter un neutron sur une barre de plutonium. Un de ces atomes, à cause de l'impact du neutron, s'éclate en deux atomes plus légers. Cela produit de l'énergie, des rayonnements radioactifs et 2 ou 3 neutrons excédentaires, provoquant à leur tour une autre fission dans la barre de plutonium. C'est un mécanisme de réaction en chaîne. Et si on perd le contrôle sur ça, on a un désastre. Et c'est ce qu'on appelle une fusion du cœur. De nos jours, c'est la fission qui est utilisée dans les centrales nucléaires de production d'électricité. Et la fusion, c'est quoi alors ? La fusion, c'est ce qu'on cherche à faire avec le projet ITER. Le central du projet ITER, c'est l'assemblement de toutes les technologies les plus innovantes de l'énergie nucléaire. La fusion consiste à unir deux atomes d'hydrogène, le deutérium et le tritium. Ce dernier a simplement un neutron en plus. Puis, il faut les unir à des températures de plusieurs millions de degrés, comme au cœur des étoiles. Lorsque leurs noyaux se fusionnent, cela crée alors de l'énergie. Mais le noyau créé se retrouve dans un état instable. Il tente de retrouver un état stable et s'éclate donc en un atome d'hélium qui a 2 protons et 2 neutrons. Et un neutron excédentaire s'envole. La fusion d'un atome de deutérium et tritium produit 4 fois plus d'énergie que la fission d'un atome d'uranium. Et pour produire cette fusion, il faut monter à des millions de degrés. Pour arriver à ça, la fusion est rendue possible en créant du plasma contenu par un champ magnétique. Mais ce champ magnétique doit être stable. Une disruption peut être causée par de nombreuses choses et peut libérer toute cette énergie concentrée dans le plasma. Cela peut irradier le réacteur, voire même éclater ses composantes. Soyez rassurés, comme ce n'est pas de la fission, il n'y a pas de risque de fusion du cœur d'un réacteur nucléaire comme Tchernobyl, car il n'y a pas de réaction à la chaîne. Une explosion de la centrale ne semble pas possible, comme l'énergie produite s'arrête lors d'une disruption et se dissipe dans les parois du réacteur. Mais imaginons le pire. Un méchant, comme dans un film de James Bond, décide de lancer une missile sur le central. Est-ce que tout le monde sera irradié ? Pour autant qu'on appelle ça de la fusion nucléaire, il n'y a quand même pas beaucoup de radiation nucléaire. Il y a quand même 3 risques de déchets nucléaires. Le stockage du tritium, les parois du réacteur, mais il y a aussi également les rejets directs lors de l'utilisation de l'ITER. Naturellement et majoritairement formé dans l'atmosphère et le noyau terrestre, mais aussi une petite partie par nos activités radioactives. Il faut récupérer le tritium et le stocker avant de l'utiliser pour la fusion. Et ce n'est qu'en forte concentration que le tritium est dangereux. Puis, il y a toujours la possibilité qu'il soit mal stocké, ou qu'il y a une fuite. Bon, statistiquement, ce serait assez exceptionnel. Non, pas vraiment. Il y a plusieurs cas connus de fuite de tritium ou d'eau tritée. En 2011, 48 des 65 sites nucléaires américains ont connu des fuites de tritium. Mais le tritium a une demi-vie de 12,32 ans. Une durée de demi-vie faible comparée aux déchets des centrales nucléaires de fission qu'on doit stocker pendant des milliers et des millions d'années.
Il va de même pour les parois irradiées du réacteur de fusion. Il suffit de les stocker que pendant 100 ans. Puis le tritium rejeté directement par le réacteur de fusion dans l'environnement sont estimés à quelques grammes par an. Pour autant que le réacteur utilisera 1,2 kg de tritium par an pour la production de l'énergie. En conclusion, la dangerosité de la radioactivité de la fusion, que ce soit les déchets créés ou encore des accidents, sont plutôt minimes comparés à ce qu'on fait actuellement avec les centrales de fission, et voire même négligeables. Effectivement, ça pourrait être une des sources principales de nos besoins énergétiques dans l'avenir. Mais c'est là où il y a un problème. Le potentiel des centrales nucléaires de fusion est vu comme une source beaucoup plus efficace pour générer de l'électricité que les centrales de fission ou le charbon ou les énergies renouvelables. Cependant, l'ITER n'est qu'une expérimentation de plusieurs pays. Les premiers essais avec du tritium de l'ITER n'auront que lieu en 2035. Et si cet essai fonctionne, on lancera le projet DEMO en 2048. DEMO sera mise en place pour montrer la possibilité de créer de l'électricité avec une centrale de fusion. Et si DEMO est un succès, le projet Proto sera lancé. Et Proto serait le premier centrale de fusion nucléaire qui pourra produire de l'électricité commercialement. Ça fait quand même beaucoup de si dans tous ces projets. Et donc tous ces si me font quand même douter, pas forcément de la faisabilité, mais plutôt du planning. Car si tout se passe parfaitement comme prévu dans le planning, on aura de l'électricité dans nos maisons, ces centrales de fusion, mi-2050, fin 2050. Et dans le passé, à cause de multiples entraves, on a vu des grands projets comme l'ITER, qui sont internationaux et aussi grands et qui prennent du temps, qui ont pris du retard à de multiples reprises. Donc 2050, et comme vous êtes probablement au courant, nous sommes en train de ruiner notre environnement. Et si on cherche à changer d'où vient notre électricité dans nos maisons, c'est aussi à cause de ça. Nos ressources s'épuisent et puis l'impact du réchauffement climatique commence vraiment à se ressentir dans notre vie. En France, avec seulement 2 degrés de plus, chaque année, il y aura 6 à 7 jours de plus à chaleur extrême. Puis, les pluies extrêmes causant les inondations ou encore le désastre de la tempête Alex s'intensifieront. Et là, je ne parle que d'un petit volet, car il ne faut pas oublier l'impact des sécheresses et intempéries sur nos infrastructures et productions agricoles, et l'impact sur les écosystèmes dont nous dépendions. Lors du COP21 en 2015, la France et de multiples autres pays ont signé leurs premiers accords sur le réchauffement climatique. Le but était de contenir le réchauffement climatique sous 2 degrés. Et ça, c'est pour 2050. Et c'est donc après que le projet ITER puisse porter ses fruits. Peut-être que tu te dis que d'autres solutions permettent d'atteindre cet objectif et que l'ITER permet de répondre à l'après. Mais même le Haut Conseil pour le climat, mis en place par le chef de l'État, met en évidence sa doute de notre réussite à respecter les missions que la France s'est données pour limiter le réchauffement climatique. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, c'est un truc qui m'inquiète. Et voilà pourquoi. Sur cette carte, vous voyez des boucles rétroactives. Ce sont des points de basculement. Comme un effet de domino, si on atteint un réchauffement climatique des points indiqués, un emballement de phénomènes naturels est possible. Et donc, on passe de quelques degrés de plus à 5 degrés sans avoir émis plus de gaz à effet de serre. Bien évidemment, c'est un cas hypothétique qui a été créé à partir de modélisations scientifiques. Chaque modélisation n'est que hypothétique. Il suffit de penser à la météo de 20 heures ou encore les modélisations sur le réchauffement climatique antérieur qui connaissaient des erreurs. Mais la plupart du temps, la rigueur scientifique font que ces modèles sont plutôt fiables. Il suffit de penser à la météo de 20 heures. S'il dit qu'il va pleuvoir demain, tu prends bien un parapluie. C'est pour ça que là, aujourd'hui, j'en ai pas pris. Par contre, cette carte des boucles rétroactives, elle est fausse. Malheureusement, la situation semble pire que ce qu'elle indique. Selon le climatologue américain Michael Eman, les événements climatiques extrêmes se produisent plus tôt et avec une plus grande ampleur que ce que les modèles avaient prévu. Le permafrost de l'Arctique a commencé à fondre bien plus tôt que prévu, de 70 ans. Puis, la fonte de permafrost libéra une énorme quantité de gaz à effet de serre
et les dominos continueront à tomber. Comme vous le comprenez, le projet de l'ITER, c'est une promesse pour l'avenir. Une promesse incertaine pour un avenir trop lointain. L'ITER est un rêve international promis qui nous permet de rester dans une illusion d'un miracle de l'avenir. Et je veux ici redire que la France est pleinement engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique, que la France est pleinement engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est tout droit, tout droit. Eh oui, tout droit. En réalité, il faudrait agir plus vite et d'une manière plus concrète. Alors pourquoi je vous ai parlé de l'ITER en premier lieu ? Parce que le projet m'intéresse d'une manière scientifique et technologique. Mais c'est le planning, le budget et l'urgence climatique qui me fait froid au dos. Effectivement, en 2016, il a été annoncé que le projet a pris du retard et qu'il fallait augmenter le budget, qui actuellement s'élève à 19 milliards d'euros. De ces 19 milliards, il semblerait que la France a contribué 9%, soit 1,7 milliard d'euros. Et la région PACA, 476 millions d'euros. Donc 2,177 milliards d'euros en total. Pour le même montant, on peut installer 1445 éoliennes terrestres ou encore 3 500 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Et là, je vous parle d'une valeur sûre. On sait ce qu'on va avoir pour ces 2 milliards d'euros en éoliennes. Ces éoliennes peuvent produire plus de 9 TWh en fonction des conditions météorologiques et si c'est la technologie de pointe ou pas. Vous ne comprenez rien au TWh ? Pour simplifier, ces éoliennes pourraient presque remplacer la centrale nucléaire de Fessenheim ou bien encore alimenter 1/8 de la demande énergétique d'Île-de-France qui a utilisé 71,3 TWh en 2017 pour ses 12 millions d'habitants. Puis les coûts de construction des centrales nucléaires sont souvent gigantesques. Le budget final de l'EPR de Flamanville est de 19 milliards d'euros, contre 3,5 milliards de prévus initialement. Mais pour les centrales de fusion qui émaneront du projet ITER, nous ne connaissons pas les prix, mais on peut se l'imaginer. Bon, le projet ITER est vraiment intéressant sur le plan scientifique et technologique. Puis c'est sûr qu'on a besoin de changer notre production énergétique dans les années à venir. Des centrales nucléaires seront obligées à fermer leurs portes à cause des risques de l'ancienneté de l'infrastructure. Puis toutes ces centrales à combustion fossile doivent être remplacées le plus rapidement possible. Mais actuellement, on préfère investir dans des rêves de l'avenir plutôt que d'investir dans la réalité d'aujourd'hui. Cet argent a été investi dans des si hypothétiques, dont on ne sait même pas quand ça va porter ses fruits. Ça peut être dans 30 ans, dans 50 ans, voire beaucoup plus. Mais on a besoin d'une action maintenant et pas demain. It'll still only be an experiment. It won't put electricity on the grid or anything like that. It's to figure out whether it works and what the remaining engineering challenges are. It's a scientific experiment. It won't be engineered to run round the clock and so on and so forth, which ultimately one needs to do in order to make something that's practical for generating electricity. But it will be the first demonstration on Earth of a controlled fusion reaction for long time periods. Is that exciting to you? It's been an objective that has in many ways motivated my entire career and the career of many people like me in the field. I have to admit, though, that one of the problems with ITER is that it's an extremely big and expensive and long time to build experiment. And so it won't even come into operation until about 2025, even though it's been being built for 10 years and it was designed for 30 years before that. Right. And so that's actually one of the big disappointments of my career in a certain sense, which is that we won't get to burning fusion reaction until well past the first operation of ITER. And whether I'm alive or not, I don't know, but I certainly will be well and truly retired by the time that happens. And so when I realized maybe some years ago that was going to be the case, it was a discouragement to me, let's put it like that. Look, I absolutely think that fusion research is completely justified. In fact, we should be spending more time and effort on it than we currently do.
But it isn't going to be a magic bullet that somehow solves all the problems of energy. By the way, that's a generic statement you can make about any energy source, in my view. I think it's a grave mistake to think that science of any sort is suddenly going to find a magic bullet for meeting all the energy needs of society, or any of the other needs of society, by the way.